Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, 50 ans après mai 68, qu'en est-il des utopies sociales? C'est le thème de notre débat de ce soir dans le cadre de nos manifestations consacrées aux événements de 68. Après la soirée avec un des acteurs de cette époque, Monsieur Alain Gesmar, nous avons l'occasion de discuter aujourd'hui des utopies sociales qui ont été au centre des réflexions d'un penseur presque oublié maintenant, au moins en Allemagne, et qui a été une grande figure de la deuxième gauche. Le philosophe et journaliste André Gorz, alias Michel Bosquet, réfléchissait déjà il y a plusieurs décennies au rapport entre autonomie individuelle et écologie, à la décroissance, au revenu universel et à la maîtrise du temps. Certains ont vu en cet esprit libre et intransigeant, qui a choisi librement sa mort en septembre 2007, un penseur pour le XXIe siècle. Et force est de constater que beaucoup de thèmes abordés par André Gorz sont ou restent d'une brûlante actualité. Les analyses entre philosophie et sociologie qu'André Gorz a élaborées depuis la fin des années 50 et ses reportages publiés notamment dans le Nouvel Observateur, dont il fut un des fondateurs, se lisent comme un commentaire continu des mutations structurelles des sociétés occidentales. Ceci est particulièrement le cas dans deux de ses livres, Stratégie ouvrière et néocapitalisme et Adieu au prolétariat, publiés respectivement en 1964 et 1980. D'autres thèmes abordés par André Gorz seront ensuite les nouvelles contraintes de la société de consommation, la critique de la croissance, la tentative d'une écologie politique, plus tard les problèmes de la société de la connaissance et de la valeur du travail immatériel. D'après le philosophe et politologue allemand Otto Kalscheuer, les idées de Gorz sur le communisme du savoir comme contre-modèle à un techno-totalitarisme ou son utopie d'une économie des prestations non rémunérées et de la participation collective ont marqué pour au moins de 2 décennies une gauche intellectuelle indépendante en Allemagne de l'Ouest, en France et en Italie. Ce soir, nous avons l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le cheminement intellectuel d'André Gorz grâce à un ouvrage collectif paru l'année dernière en Allemagne aux éditions Wagenbach sous le titre André Gorz und die zweite Linke, André Gorz et la deuxième gauche. Et malheureusement, j'ai oublié mon exemplaire sur mon siège. Mais vous le trouvez devant la salle. J'ai le grand plaisir d'accueillir Klaus Leggevi, politologue et co-auditeur de ce recueil. Klaus Leggevi détient la chaire Ludwig Börne à l'Université de Gießen et est directeur émérite au Kulturwissenschaftliches Institut de Essen. Notre second invité est Wolfgang Stenke, co-éditeur du même ouvrage, et il va nous le présenter en introduction à cette soirée. Last but not least, nous avons un plaisir tout particulier à accueillir à la Maison Heinrich Heine l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, qui a eu l'occasion de côtoyer André Gorz. Avec nos 3 invités, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation, et avec en arrière-plan la pensée d'André Gorz, nous nous demanderons ce qu'il en est des utopies sociales 50 ans après mai 68. Je suis persuadée que cette soirée sera intéressante et stimulante. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Wolfgang Stenke, journaliste à la radio WDR et Deutschlandfunk, pour une introduction qui sera suivie d'un débat entre Klaus Leggevi et Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous invite à un tour à mon petit coin du continent gorzien. Et je vais faire quelques remarques sur mes recherches et le livre que Klaus Leggevi et moi avons publié. Titre André Gorz und die zweite Linke, die Aktualität eines fast vergessenen Denkers. Pour ne pas vous tourmenter avec mon français pas trop fluent, il y a l'aimable Madame Geiser qui va traduire. C'est pourquoi je peux continuer
dans ma langue maternelle. Merci. Also, ich hatte nie Gelegenheit, André Gorz persönlich zu treffen, aber ich kannte die Artikel eines gewissen Michel Bosquet. Der schrieb im Nouvel Observateur und zusammen mit anderen Autoren dieses Blattes, ich nenne nur ein paar, Jean Daniel, Jean Lacouture auch, René Bachmann, Guy Sitpon, wurde er für mich zu einer Art journalistischem Leitstern. Das war Ende der 60er, Anfang der 1970er Jahre. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, der nach dem Abitur 1967 und 68 als Volontär in der Redaktion eines rheinischen Provinzblattes arbeitete. Die Revolte fand woanders statt, in Westberlin und in Frankfurt. Okay, Rudi Dutschke erlebte ich als Volontär, als ich von meiner Redaktion 1968 ins Ruhrgebiet geschickt wurde, um von einer Diskussion des charismatischen SDSlers mit einem jungen sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten zu berichten. Der hieß Johannes Rau und wurde viele Jahre später Bundespräsident. Als am grünen Donnerstag 68 in Berlin die Schüsse auf Rudi Dutschke fielen, saß ich in der Nachrichtenredaktion und teilte das helle Entsetzen mit einem Kollegen, der gerade seinen Anstellungsvertrag beim Springer-Konzern unterschrieben hatte. Es waren ja Springers Massenblätter, die in Berlin über Monate hinweg gegen linke Radikalinskis gehetzt hatten und so das Klima für das Attentat vorbereiteten. Kritik daran las man damals im Spiegel, in der Zeit oder der Frankfurter Rundschau, aber nicht in meiner Zeitung. Es war also ein Akt der persönlichen Befreiung, als ich die Redaktion verließ und die Hörsäle der Universität zu Köln bezog. Neue Horizonte taten sich da auf. Studium der Geschichte, Soziologie, Literatur, Philosophie. Im Filmclub der Uni lief Nacht und Nebel und La Chinoise. Auf dem Tonbandgerät in meiner Studentenbude amerikanischer Jazz, natürlich Bob Dylan, John Mayall, aber auch Georges Brassens, Jacques Dutronc, Léo Ferré und Barbara. Neben dem amerikanischen Freund, den Patricia Highsmith und Wim Wenders beschrieben haben, stehen für meine Generation also stets les amis français. Sartre und Camus waren Schullektüre und als Volontär verschlang ich de Beauvoirs Les Mandarins in deutscher Übersetzung. So wie die Journalisten dort, ja, so wollte ich gerne mal werden. Und hier kommen Michel Bosquet und seine Kollegen vom Nouvel Obs ins Spiel. Ich leistete mir ein Studentenabonnement des Blattes und las Bosquet und die Kolumnen von Jean Daniel. Im Nouvel Obs herrschte ein ganz anderer Ton als in den damals ohne Autorennamen publizierten Artikeln des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Den las man auch damals regelmäßig. Hinter den Artikeln des Nouvel Obs stand ganz offensichtlich jeweils eine Journalistenpersönlichkeit, meist mit entschiedenem Engagement für Freiheit und Menschenrechte, für kolonisierte Migranten, streikende Arbeiter, Frauen, die um ihre Gleichberechtigung kämpften. Dazu aus dem Nouvel Obs die Informationen über eine streitbare Anti-Atom- und Ökobewegung, die sich mit kritischen Gewerkschaften verbündete. Lieb, Larzac, Même Combat und Nucléaire non merci lauteten die Kampfrufe, die zu einer Zeit in Umlauf waren, als der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB noch fest daran glaubte, dass durch AKWs wie Brockdorf zum Beispiel Arbeitsplätze gesichert würden. Vielleicht ein bisschen anders als de Gaulle hatte auch ich damals une certaine idée de la France. Für mich bestand die Größe Frankreichs vor allem im Engagement für Menschenrechte. Was in Algerien lief, das hatte ich mit meinen 13, 14 Jahren, Anfang der 60er und in den 50er Jahren,
kaum mitbekommen. Vom Massaker an der Métro Charonne erfuhr ich erst sehr viel später. Frankreich, das war für jemand wie mich, war das gelobte Land einer tapferen Resistance. Dass es auch eine Kollaboration gab zwischen Vichy und Nazi-Deutschland, das erfuhr ich erst aus den Arbeiten von Robert Paxton und Serge Klarsfeld. Auch, dass La France Profonde nicht allein von kämpfenden Arbeitern und engagierten Intellektuellen besiedelt war, sondern auch von fundamentalistischen Katholiken und rassistischen Proletariern, war mir seinerzeit nicht klar. Braucht so seine Zeit, bis jugendliche Fantasien sich zerlegen. Zurück zu Michel Bosquet alias André Gorz. Dass die beiden Nom de Plume für ein und dieselbe Person standen, das lernte ich von Klaus Leggevi, dem Freund aus Kölner Studienzeiten. Er wird darüber auch gleich berichten. Er empfahl mir damals Gorz' autobiografisch grundiertes Buch Der Verräter. Eine verstörende und quälende Lektüre, die mich über die fragile Existenz eines Mannes unterrichtete, der im Wien der 1920er Jahre als Gerhard Hirsch zur Welt gekommen war und 1938 nach dem Anschluss Österreichs in der Terminologie der Nazis als Halbjude galt. Die Eltern, die 1930 den jüdisch klingenden Familiennamen Hirsch zu Horst abändern ließen, schickten den 16-jährigen Jungen 1939 auf ein Schweizer Internat, um ihn zu schützen. Wie aus diesem jungen österreichischen Immigranten, der in der Schweiz nur geduldet war, ein französischer Intellektueller und Vordenker einer politisch orientierten Ökologie wurde, das hat Willi Gianninazzi in seiner faszinierenden Gorz-Biografie mit profunder Quellenkenntnis beschrieben. Ohne zunächst von seiner Arbeit zu wissen, begann ich auf Anregung von Klaus Leggevi und unterstützt durch sein Kulturwissenschaftliches Institut in Essen 2012 mit Archivrecherchen zur Familiengeschichte in Wien. Was ich fand, das waren lediglich die Standesamts- und Meldedaten sowie ein paar Blatt aus der Korrespondenz eines Rechtsanwalts. Er vertrat Gorz' Vater Robert Horst in den 1950er Jahren in einem Wiedergutmachungsverfahren. Dokumente, die die Vernichtung seiner wirtschaftlichen Existenz durch die Nazis belegen, entdeckte ich Jahre später im österreichischen Staatsarchiv. Dank der Hilfe der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, der zum Katholizismus konvertierte Robert Horst jedoch nie angehört hatte. Ob Gorz' ältere Schwester Erika, auf die Otto Karlscheuer, Gerhard Horsts deutscher Freund und Lektor, mich hingewiesen hatte, noch lebte, teilten die Wiener Behörden aus Datenschutzgründen nicht mit. Doch Christoph Furel, ein Freund von Gorz und großer Kenner seiner Werke, schickte die Adresse. So konnte ich die alte Dame, die mittlerweile weit über 90 Jahre zählt, über Kindheit und Jugend ihres bewunderten Bruders befragen. Das Ergebnis war verblüffend. Anders als Gorz, der im Verräter sein Elternhaus als einen Ort der Abrichtung und Drangsalierung beschrieben hat, geprägt von der Verachtung der katholischen Mutter für den jüdischen Vater, entwarf sie ein eher liebevolles Bild der Familienkonstellation. Seither habe ich die Vermutung, dass Gorz im Verräter ein stark stilisiertes, durch den Existenzialismus geprägtes Porträt von sich gezeichnet hat. In welchen Beziehungsgeflechten Gorz als Autor und nicht akademischer Sozialwissenschaftler stand, das kann man in der Abbaye d'Ardenne bei Caen studieren.
die das Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine IMEC beherbergt. Dort liegt in gut 50 Archivboxen sein literarischer Nachlass. Briefwechsel etwa mit Herbert Marcuse oder Ivan Illich, Manuskripte, Notizen, Fotos, Zeitungsausschnitte. Dass dieser Gérard Horst, wie er sich dann in Frankreich in seinen Dokumenten nannte, in seinen Personaldokumenten, dass dieser Gérard Horst schon mit 25 ein talentierter Reporter war, erweist zum Beispiel sein Bericht über den Besuch seiner besiegten und besetzten Vaterstadt Wien. 1948 erschien die Reportage in der Schweizer Wochenzeitschrift Servir. Im IMEC ist sie nachzulesen. Zumindest in Deutschland, wo er für ein politisch-ökologische Themen aufgeschlossenes Publikum hatte, ist André Gorz fast 11 Jahre nach seinem Tod weitgehend vergessen. Dabei hätte er einiges zu sagen, was gut in die aktuellen Krisen passt. Ich gebe ein paar Stichworte: Nachhaltigkeit, Automationsfolgen, Grundeinkommen, Wissensgesellschaft, Energiewende und auch seine Lebensgeschichte, die geprägt ist von Flucht, Migration und der Integration in ein neues, selbstgewähltes Land, nötig zum Nachdenken über heutige Problemlagen. Mit diesem Blick auf Gorz haben Klaus Leggevi und ich ein Buch zusammengestellt, das für Leser einer jüngeren Generation gedacht ist. André Gorz und die zweite Linke, ich habe es schon erwähnt. Es enthält Gorz-Texte, meist aus dem Nouvel Observateur, die bis dahin noch nicht in deutscher Sprache erschienen sind. Sie behandeln die Themenkomplexe, die diesen Autor als Journalisten wie als Sozialphilosophen beschäftigt haben. Arbeit und Automatisation, der kapitalistische Zwang zur Selbstvermarktung des Individuums, Biopolitik und Alternativmedizin, Kritik der Nuklearindustrie, schließlich auch die Grundeinkommensdiskussion. Jeder Text wird kommentiert aus heutiger Perspektive, und zwar, das war unsere Idee, von Autorinnen und Autoren, die um etliches jünger sind als Klaus, ich und andere der hier versammelten Gorz-Interessierten. Es hat uns verblüfft, wie sich im durchaus kritischen Umgang der Kommentatoren mit diesen Artikeln schnell die Anschlussstellen zu den aktuellen Debatten herausstellten. Die Verknüpfung der Produktion des sogenannten Humankapitals mit den Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und der Konstruktion von Weiblichkeit ist solch ein Thema. Oder ein anderes Beispiel, die Kritik von Gorz' Grundeinkommenskonzept mit Hinblick auf die Nord-Süd-Spaltung der Welt würde, wie der Autor Stefan Lessenich in unserem Buch schreibt, eine Geringarbeitsgesellschaft auf Grundeinkommensbasis im reichen Norden diese Spaltung nur noch weiter zementieren? Ich hoffe, wir kommen auf diese Frage noch in der nun folgenden Debatte. Et maintenant, c'est à vous, Daniel Cohn-Bendit et Klaus Leggevi. Et je vais sortir ich werde dieses Podium verlassen. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis heureux d'être ici. J'ai vécu à la Cité internationale en 1973. C'était exactement la période dans laquelle j'ai fait la connaissance d'André Gorz. À cette époque-là, j'étais membre d'une groupuscule spontanéiste, anarchiste, pseudo-marxiste, post-maoïste.
qui s'appelait Sozialistisches Büro, un nom très allemand, Sozialistisches Büro, un bureau socialiste. Pas très spontané. Non, pas tellement spontané comme vous, mais quand même un peu libertaire, disons ça. Et j'avais l'idée de contacter un certain Jean-Paul Sartre pour lui demander un interview avec la Lynx. Et moi, j'avais la fantaisie d'être l'intervieweur. Et j'ai reçu une réponse négative, mais très polie, pas par Jean-Paul Sartre, mais par un certain André Gortz, qui était rédacteur au Temps moderne et qui m'a dit que Monsieur Sartre n'est pas disponible à ce moment. Il était là bien court, à cause du peuple, etc. Vous vous rappelez, mais on pourrait continuer un certain entretien ou débat au rue d'Aboukir, c'était le siège du Nouvel Observateur, et il y avait un certain Michel Bosquet qui m'a reçu. C'était exactement comme j'ai fait la connaissance d'un ami paternel de longue date. Nous avons souvent visité Gérard, comme il s'appelait, au rue Tolbiac, et après son départ du Nouvel Observateur à Vaunon, dans la Champagne pouilleuse. C'était exactement comment j'ai fait la connaissance d'un penseur unique et, comme nous avons dit, très actuel. Et je voudrais bien parler un peu avec Dany sur Gortz, son œuvre et, disons, l'héritage de Gortz dans notre temps. Comment tu as fait la connaissance de Gérard? Moi, j'ai fait la connaissance de Gérard, en fait, après mon retour en France, c'est-à-dire après 78. Étant donné que... Non, je l'ai peut-être rencontré, c'est pas vrai, je mens. Il était présent quand, au début de 68, en mai, Sartre m'a interviewé. Et il y avait, là, était présent aussi Gérard. Donc c'est la première fois qu'on s'est rencontrés là, puis on s'est revus surtout après, à la fin des années 70. Moi, je dois dire que l'important pour moi, c'est évidemment la lecture. Il y a un texte qui reste pour moi fondamental, disons politiquement, c'est à la veille de l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée après son élection. Michel Bosquet a écrit un article dans l'Obs où il définit ce que devrait dire le président s'il avait conscience des problèmes sociaux, écologiques de la France d'aujourd'hui, comme il disait, donc de l'époque. Et c'est un texte très politique qui réunit un peu une pensée utopique avec une, disons, tentative de formuler une perspective donc de politique réaliste. Que peut-on faire à une certaine époque? Et j'ai été très frappé par cette dichotomie positive. Et d'après, on a souvent discuté, une fois mon interdiction de séjour levée. Juste pour revenir maintenant à l'interview avec Sartre, c'était très drôle parce que cette interview, faut savoir, c'était, je sais pas, le 12 mai 68. Il y avait deux révolutionnaires et un réformiste. Les deux révolutionnaires, c'était Gortz et Sartre, et le réformiste, c'était moi. Et c'était assez fascinant parce que Sartre me demandait toujours et la révolution, et la révolution, et la révolution. Et je lui disais, mais la période du Palais d'hiver, de la prise du Palais d'hiver, c'est fini. C'est pas comme ça que nos sociétés changent. C'est des longs processus, et nous sommes en train de vivre une accélération de transformation de l'histoire qui va durer encore un certain temps. Et Sartre et Gortz, de temps en temps, voulaient me ramener quand même au moment révolutionnaire dans lequel on vivait. Donc c'était assez intéressant.
que l'histoire renverse les choses, mais la réalité, c'est celle-là. J'ai un truc original de André Gortz de 1970. Il avait écrit un texte qui s'appelait « Détruire l'université ». C'était paru dans Temps moderne. C'était en ligne avec la revendication d'une université critique, kritische Universität, des étudiants d'outre-Rhin, et d'un certain anti-académisme spécial dans le milieu du STS allemand. Et Gortz, à cette époque, a pris une position assez radicale, déniée par Herbert Marcuse ainsi que Jacques Julliard, et je le cite. « L'université ne peut pas fonctionner et nous devons donc l'empêcher de fonctionner afin que cette impossibilité se manifeste. Aucune réforme d'aucune sorte ne peut rendre cette institution viable. Nous devons donc combattre les réformes dans leurs effets et dans leur conception, non parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont illusoires. La crise de l'institution de l'université dépasse le domaine de l'université et implique la division sociale et technique du travail dans son ensemble. » Il y a beaucoup de Gortz dans ces textes, mais c'est assez radical à cette époque-là. Et ça m'a beaucoup impressionné au STS allemand. Il y a ici, il n'y a pas une possibilité de réformer l'université. Comment tu as réagi à cette sorte de texte de détruire le slogan détruire l'université, etc. Je vous avais dit qu'il y avait deux révolutionnaires et un réformiste. C'est la preuve là dans ce que vient de citer Klaus. Si vous voulez, moi, dans ma construction politico-idéologique, il y a plusieurs personnes, mais il y a 5 personnes qui ont joué un rôle fondamental. C'est d'un côté ceux qui venaient de Socialisme ou Barbarie, je ne vais pas vous faire l'histoire, c'est-à-dire Edgar Morin, Castoriadis et Claude Lefort, qui ont d'ailleurs écrit le meilleur livre sur 68, qui est tout de suite parti en juin 68, La Brèche. Si vous lisez ça, vous avez tout compris et vous pouvez vous éviter les 10 000 pages qui depuis ont été publiées. Un peu exagéré, mais ça fait rien. Et d'un autre côté, Gortz, qui m'a permis de faire le passage entre une position libertaire classique, prolétaro-spontanéiste et l'écologie. Et en tant que l'écologie politique qui n'avait pas cette dimension en Allemagne et plus tard d'ailleurs presque jamais atteint la dimension de Gortz. Puis il y avait après, ça venait après, le tout devait être vu à travers la pensée d'Hannah Arendt. Je dis ça pour expliquer qu'en fait dans les années 70, cette radicalité de la pensée ne me dérangeait pas, pour la simple raison que ça faisait partie, disons, des radicalités qu'on pouvait lire en Italie, que ça soit Potere Operaio, Lotta Continua, enfin tous ces mouvements qui visaient effectivement à, disons, la destruction du capitalisme. Ça faisait partie, disons, si on veut, de notre matrice. Et alors, faites attention maintenant, ne soyez pas choqués. Et en même temps, j'avais une intuition que cette radicalité-là définissait une position théorique, mais qui politiquement était vouée à l'échec. Mais qu'elle avait un intérêt parce que dans sa radicalité critique, elle nous obligeait à repenser autrement un processus de transformation qu'on appellerait aujourd'hui réformiste, un processus de transformation qui s'attaque vraiment aux racines et aux contradictions du système dans lequel on vivait. Donc je prenais ces textes comme un défi. L'université ne fonctionnait pas, c'est vrai, la détruire, c'est un texte, c'est du papier. Évidemment qu'André Gortz, il a
il a jamais détruit ni le Nouvel Observateur, ni une université quelconque. Au contraire, il a permis, par exemple, l'université de Vincennes qui s'est créée après 68, il a permis à des milliers d'étudiants d'étudier des textes de Gortz à l'université. Donc voilà, c'est les belles contradictions de la vie. La fin de cet article dit que la violence seule est capable de briser, que la violence seule est capable de briser, ne serait-ce que temporairement, l'encerclement du ghetto universitaire et de poser un problème dont les réformistes de toute tendance préfèrent ignorer l'existence. Juste pour finir. L'autre côté de Gortz est qu'il a décrit lui-même comme un maverick, un Außenseiter. Il a dit, par exemple, je peux le citer, un marginal, oui, un maverick, et il a dit, je ne fais partie de aucun parti ou mouvement, l'appartenance à l'intégration dans un mouvement sont le dernier de mes soucis. J'en suis incapable. Je crois que là, alors si on veut comprendre André Gortz, ça a été dit tout à l'heure quand on a parlé de son existentialisme. Il y a une radicalité de la pensée d'André qui est liée aussi à sa vie, à son expérience de sa vie. Et d'ailleurs, cette radicalité, on la retrouve jusqu'à la fin de sa vie, ça a été dit tout à l'heure, où d'abord pendant des années, il a soigné sa femme très malade, ce qui l'empêchait, entre guillemets, plus ou moins, disons volontairement, de voyager, par exemple. Il refusait toutes les invitations parce qu'il voulait soigner sa femme, et à la fin, quand sa femme n'a pas survécu à sa maladie, ils se sont suicidés ensemble, ce qui est la radicalité existentialiste la plus totale. Ma vie, c'est moi qui décède de ma vie et c'est moi qui décide de ma mort. Quand on prend Gortz comme cela, il faut comprendre que il pensait le collectif en tant qu'individu. Il pensait le collectif, disons, avec sa vision personnelle. Et c'est évident que pour lui, tout engagement partidaire était l'obligation de compromettre ses idées dans le dialogue avec les autres, et ça, il ne le voulait pas. Son existentialisme, c'est un peu son existentialisme est aussi, si vous voulez, une réflexion sur les erreurs partidaires de Sartre. C'est-à-dire qu'il a été non seulement le rédacteur, mais il a été aussi un secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre et son existentialisme, mais son envie permanente à s'engager politiquement l'a amené, disons, à des positions les plus absurdes qui aient pu exister. Tous ceux qui veulent lire le summum de l'absurde lisent Les communistes et la paix de Jean-Paul Sartre, et je me rappelle que, je sais pas si vous connaissez les petites histoires des temps modernes, mais le fameux débat Claude Lefort et Jean-Paul Sartre, quand Claude Lefort a écrit pour les temps modernes un article sur les camps de concentration en URSS, et Sartre ne l'a pas publié, en disant c'est faire le jeu de l'impérialisme américain. Et des années plus tard, quand on a posé la question à Sartre, Sartre a dit cette phrase admirable, et vous comprenez pourquoi Gortz ne voulait pas dire ce genre de phrase. Sartre a dit « J'avais raison d'avoir tort à l'époque ». Et donc, pour André, l'engagement dans un parti était justement, avait d'une manière inhérente le danger de se soumettre à une idéologie, ce qu'il ne voulait pas. Donc sa pensée était d'une extrême radicalité, mais sa force est que cette radicalité, il pouvait tout remettre en question un an après.
des années après, vous savez, il y a des textes comme ça sur la violence qui restent. Vous avez ce texte d'André Gortz sur la violence des universités. Rappelez-vous l'introduction de Jean-Paul Sartre au livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que cette introduction à Frantz Fanon était le livre de chevet de la fraction Armée Rouge en prison pour justifier la violence révolutionnaire. Ça fait partie, comme ça, d'une histoire idéologique, disons, des intellectuels de cette époque, ayant vécu les mouvements tels qu'ils ont existé il y a 50 ans ou 60 ans. André ou Girard dit qu'il est un exégète inventif, ein erfindungsreicher Exeget von Marx und Sartre, de Marx et Sartre. Mais nous avons parlé beaucoup sur ce qu'il appelait les valeurs vitales ou intrinsèques, au sens du philosophe allemand Max Scheler. Et je peux citer ce qu'elle a écrit sur Max Scheler, parce que ça répond à l'existentialisme de ses positions. Et vous peut donner une idée de sa pensée et de son vocabulaire. Par le fait que nous sommes notre corps, la société ne peut jamais nous prescrire tout ce que nous devons être et faire. Plus une société se conçoit sur le modèle d'une machinerie qui doit fonctionner de manière prévisible et fiable sans accroc, plus elle exige les individus qu'ils dominent et répriment leur rapport corporel, sensoriel, affectif à la nature et aux autres. La répression du sensible peut alors, dans certaines conditions, motiver la critique ou la révolte radicale contre le système social. C'est... Comment ? Pardon. Si vous voulez, ça continue dans la même logique. Vous savez, et en plus, alors, comme il avait choisi d'un côté le journalisme où il parlait du quotidien, de la réalité quotidienne, ses reportages, ses articles, Michel Bosquet parlait de la réalité quotidienne de la France ou des luttes de par le monde de l'époque. En même temps, il avait ce recul ou cet isolement personnel, c'est que, allez, j'exagère un tout petit peu, mais tout passait par sa tête. Et donc, il avait ce positionnement de moi, mon corps, ma tête, contre un système, et on peut comprendre toute sa critique de la société de consommation, mais quand on voyait comme il vivait, de toute façon, il n'en avait pas besoin. Il n'était pas, on en parlait tout à l'heure, son petit appartement au 4e, 5e étage, enfin, il avait, si vous voulez, c'était passionnant de discuter avec lui, mais vous aviez jamais le sentiment que vous alliez vivre un grand moment ludique, si ce n'est qu'intellectuel, qui était un grand moment ludique, mais intellectuel. Et je crois que ça, c'est fondamental pour comprendre ce texte, c'est-à-dire qu'il exprime une radicalité de l'individu, et c'est là où il est dans l'air du temps et se rapproche des tentatives de formuler ce qu'est l'autonomie. Donc l'existentialisme amène à l'autonomie de l'individu, qui deviendra, disons, une des réflexions fondamentales de Castoriadis, d'Edgar Morin et de Claude Lefort. Claude Lefort étant beaucoup plus rapidement en arrivant, lui, à une réflexion sur la démocratie qu'André Gortz évitait sur la démocratie réelle, parce que là, ça lui posait des problèmes avec sa radicalité. C'est-à-dire que, par exemple, il n'a jamais suivi, autant que je sache, si je fais pas d'erreur, les écologistes sur le pacifisme. Parce que sa vie, son expérience, on a parlé de Vienne, lui interdisait d'avoir une position de dire
la guerre, c'est toujours la chose la pire. On ne peut pas, quand on a vécu, on est né donc, il était en 39, il avait 16 ans, quand on a vécu la guerre, on ne peut pas dire que la guerre c'est toujours le pire. Il y a des fois pire que la guerre, c'est le totalitarisme. Et donc, c'est pour cela que, pour éviter tout cela, Gortz a formulé un projet politique, il a un projet politique qu'il livrait aux autres. Et il disait, faites ce que, et toutes ces, et donc des tas de gens ont repris une partie de ces idées, et non, mais c'est comme ça qu'il se voyait. Il se voyait dans la tradition, disons, des intellectuels français. S'il y avait quelque chose comme un Lifetime Award pour les philosophes, Gortz le gagnerait pour sa contribution à l'écologie politique, sinon pour l'avoir inventé. C'est comment il a permis le self-enlightenment de la gauche traditionnaliste et productiviste. Tu as écrit 20 ans après 68 un livre avec le titre ou le sous-titre 68 était la dernière révolution qui ne savait rien du trou d'ozone, ou on pourrait dire du changement du climat. Qu'est-ce que tu as admis ironiquement 20 ans après? Depuis les années 70, Bosquet a publié ses premières J'accuse dans le Nouvel Observateur. Est-ce que tu peux dire comment ça t'a influencé ou quelle impression? Est-ce que c'est un peu le maverick, le naturaliste, le conservateur, ou c'était déjà une idée politique qui était un peu avant sa temps, si tu prends la gauche française ou les sociodémocrates en Allemagne? D'abord, dans l'introduction tout à l'heure, tu as dit l'alliance du mouvement antinucléaire avec, disons, des forces syndicalistes. Allez, il faut pas tourner au dur du pot, c'est la CFDT. Alors que la CGT et même FO étaient absolument radicalement pro-nucléaire jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut pas, voilà, il y a une grande partie de la représentation ouvrière française était pro-nucléaire, et d'ailleurs la CGT a très bien vécu en se partageant l'argent d'EDF au conseil d'entreprise qui lui a permis de vivre très longtemps et de faire vivre le Parti communiste. Ça, c'est ma méchanceté, chaque fois il faut que j'en dise une, anticommuniste. Mais comment? Oui, c'est ce que je dis, mais il n'y a que la CFDT. Quand on parle de syndicats en France, il faut dire le nom du lapin. Parce qu'il y en a d'autres aussi, hein. Sinon on comprend pas. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Nous-mêmes, moi disons en 68, au début, j'étais pour l'utilisation pacifique du nucléaire contre l'arme nucléaire. Et c'est alors, il n'y a pas que Gortz maintenant, il faut pas exagérer, parce qu'il y avait aussi un développement en Allemagne à l'époque, mais Gortz a fait la liaison, justement, d'émanciper la pensée de gauche traditionnelle du productivisme traditionnel. Gortz nous a permis cette rupture avec le productivisme de droite et de gauche. Et ça s'est joué beaucoup au début sur le nucléaire étant le symbole de ce productivisme. Donc oui, pour moi, c'est pour ça que j'ai une immense affection pour ces penseurs dont j'ai cité et dont Gortz, même si aujourd'hui, disons dans ma pensée politique, je suis assez loin de cette radicalité qu'il formulait en rupture avec le capitalisme, mais ça quand même, je maintiens que c'est un défi permanent que j'ai en moi. Et d'ailleurs, dans une discussion, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'Alain Gesmar, dans une discussion sur mai et après, et on me demandait sur Macron, j'ai dit, moi, ce qui me chagrine avec Macron, c'est qu'il n'ait jamais rien compris de tous les débats d'après les années 60. S'il avait un peu compris
ce que pouvait être l'autogestion et quelle utopie positive ce serait pour disons nos sociétés, il y a peut-être certaines erreurs qu'il ne ferait pas. Donc je reste fidèle à certaines idées tout en et pour moi Gortz était celui qui m'a permis de passer d'une pensée libertaire anticommuniste politiquement à une pensée qui remette en cause le productivisme tel qu'il était, qui était la matrice de la gauche traditionnelle. Ça dit, la survie de l'humanité est incompatible avec le mode de production capitaliste, exige un dépassement, appelle un régime et une politique diamétralement opposés à ceux de Pompidou, etc. C'était à l'époque. Mais ça, il faut comprendre, dans l'air du temps, c'est comme ça, c'est comme si vous disiez des fois, je sais pas, un texte de Heidegger, vous dites comment peut-on, c'est vrai et c'est faux. C'est différent, parce qu'à la fin de sa vie, Gortz est beaucoup revenu sur ces sujets de l'incompatibilité du capitalisme avec l'écologie, d'une part, et avec ce qu'il appelait le communisme du savoir. C'est-à-dire, il était très critique à l'égard du capitalisme jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Non, mais j'ai mal comparé, je veux dire simplement que oui, il est très critique, mais je veux dire, dans sa radicalité, il faut la laisser là où elle est. Sa radicalité n'est pas la vérité absolue. C'est une critique radicale qu'il faut lire et comprendre, et si on veut faire de la politique, il faut essayer de répondre aussi aux questions qu'il pose. Mais moi, il n'y a aucun penseur qui ait le master plan, le plan qui nous dit voilà où il faut aller. Parce que si il a raison et que l'émancipation ou l'amélioration de nos vies est liée à la fin du capitalisme, ben on est mal barré les enfants. Et moi je crois qu'on peut faire encore pas mal de choses pour le faire changer, ce putain de capitalisme. Mais je reste que Gortz pose les jalons de contradictions dans lesquelles nous sommes, où je suis aujourd'hui dans ma pensée politique. Mais en même temps, lui aussi, il a ses contradictions. Parce que, une fois que j'ai écrit que ça, il a écrit ça, et alors? Bon, qu'est-ce qu'il en reste? Le capitalisme, il a continué. Et puis il a changé, et puis il est venu, puis il y a d'autres, et puis on est déçus, et puis on revient sur les déceptions, et on est encore plus déçus, mais ça avance, ça change. Et puis tout d'un coup, il y a une femme de droite, Merkel, qui dit, il faut arrêter avec le nucléaire. Mais c'est incompatible avec la pensée de Gortz. C'est incompatible. Tu lui dirais que ça serait une femme conservatrice de droite qui pendant des années a défendu le nucléaire et face à après Fukushima, elle dit stop, c'est fini. Alors que toute la gauche traditionnelle, qui était quand même la matrice du Nouvel Observateur, parce que Jean Daniel, c'est pas un grand révolutionnaire, c'est quand même l'accompagnateur de tous les méandres du Parti socialiste tels qu'ils ont existé. Il faut pas mettre Jean Daniel et Gortz et Jean Lacouture, tu as dit, on va pas parler, lui c'est l'euroscepticisme maintenant qui le met complètement à droite. Donc laissons ces gens de côté quand on parle de Gortz, pardon. Parce que voilà, c'est pas la même chose, et voilà. Madame Deussen a dit il faudrait discuter sur les utopies sociales. On dit c'est la fin des utopies sociales. Si nous avons fait ce livre-là, pas pour les connaisseurs d'André Gortz, mais pour les jeunes, pour les étudiants, pour les gens qui ont un certain besoin d'une utopie sociale. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Gortz dans ces jours? Qu'est-ce que les jeunes, les étudiants peuvent apprendre, sinon l'idée de détruire l'université? Je ne sais pas combien, je dis, si on voit ce qui s'est passé dans les universités aujourd'hui, ils sont pas bien nombreux à vouloir détruire l'université. Sinon, le mouvement aurait eu une autre ampleur. Donc, c'est pas ça. Moi,
écoutez, j'en sais rien ce qu'on peut apprendre, ce que les jeunes. Moi, je suis pas là pour dire ce que les jeunes peuvent apprendre. Hein, moi, je suis là pour dire ce que j'ai appris moi. Et puis les autres apprennent ce qu'ils veulent. Hein. Je veux dire, il y a quand même. C'est toujours. Disons les choses simplement. On aime à gauche quand on est bien pensant. On aime croire, on a envie de croire que nos sociétés apprennent de l'histoire. On a envie. Et de temps en temps, on se retourne et on dit, mais ce n'est pas vrai. On a l'impression que nos sociétés n'apprennent pas. Donc moi, je dis aujourd'hui, des penseurs comme Gortz ou d'autres que j'ai cités, où on peut prendre Hannah Arendt d'un autre côté, ce sont des femmes, des hommes qui, dans un moment historique, se sont positionnés intellectuellement et politiquement. Et on peut, en discutant ce qu'ils ont fait, par exemple, prenons le revenu universel, que Hamon a repris dans sa campagne électorale, et qui est une idée que les écologistes défendent, etc. Donc, dans votre livre, là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais si on met ça au milieu, si on prend ça en prenant la mondialisation, vous augmentez un peu le problème qui existe aujourd'hui entre les pays riches et les pays pauvres, que même si vous améliorez, qu'il y a des différences, des inégalités flagrantes en France ou en Allemagne, et que vous défendez le revenu universel, vous êtes obligé, pour défendre votre revenu universel, de fermer vos frontières, puisque sinon c'est pas possible. Donc vous défendez, en allemand on dit soziale Anwartschaft, vous défendez en fait ce qui socialement, votre appartenance sociale avec un revenu universel contre le reste du monde. C'est une argumentation où on peut discuter le revenu universel. Moi, j'en ai une autre, qui est, je comprends très bien que dans un moment d'inégalité, et si vous lisez Gortz, il vous donne toujours des exemples. Il dit des jeunes qui peuvent créer, l'art en tête, etc. Wonderful. Mais c'est pas tous les jeunes. Ma femme est enseignante. Et quand on discute sur le revenu universel, bedingungsloses Grundeinkommen, c'est en allemand, c'est barbare. Bedingungsloses Grundeinkommen, c'est vous êtes déjà au garde à vous, hein, sans condition, hein, etc. Bon, mais passons. Hein, prenons beaucoup plus beau, revenu universel. Elle dit, mais il y a des jeunes aujourd'hui, dans leur situation sociale. Elle était enseignante dans un collège. Il y a des jeunes, vous lui dites, vous avez un revenu universel de 800 €, ils disent merci, au revoir, et on fait plus rien. Et donc tout le débat de l'émancipation par le travail, alors tu peux dire le travail créateur, le travail, tu peux l'enrober de tous les chocolats maintenant magnifiques que tu vas inventer. Le fait est que le revenu universel ne se pose pas la question de l'effondrement d'une partie de nos sociétés, de l'effondrement d'une partie des jeunes, de gens qui, avec ce revenu universel, en fait, vous accentuez les différences. Ceux qui vivent du revenu universel, mais qui ne sont pas des magiciens de l'utopie, de l'art, etc., mais qui resteront au niveau du revenu universel. Si vous n'avez pas une stratégie, ça peut être un revenu, disons, en allemand on dit Grundsicherung, pour essayer de vous aider dans un moment difficile pour en sortir. Mais si vous organisez une société où vous vous organisez à rester dans le revenu universel, eh bien, vous augmentez la fracture sociale. Ça peut être un autre argument. Je ne veux pas dire qui a raison ou tort. Je dis c'est un débat compliqué. Le revenu universel part de l'idée que le capitalisme ne peut plus aujourd'hui vous livrer le travail nécessaire pour tous. Et alors maintenant, avec la digitalisation et tout ça, tout est pire et tout. Moi, je n'y crois pas complètement.
je crois qu'on sous-estime la capacité aussi du capitalisme à réinventer en permanence de nouvelles formes de travail. Mais je peux pas le prouver non plus. Je peux dire, moi je crois, et l'autre il dit, mais non, tu crois pas. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'après on en arrive à des problèmes très difficiles à discuter. Aujourd'hui, on peut dire que, allez, en Allemagne, on est quand même assez près du plein emploi. On peut dire, 5% de chômage, 4,5%, 5%. Je viens de lire aujourd'hui qu'un quart des réfugiés, alors un quart du million, un quart des réfugiés déjà ont un travail en Allemagne aujourd'hui. Et ils disent que ça augmente. Et il y a des grandes entreprises, par exemple Porsche, et d'autres qui font vraiment un vrai travail d'intégration de réfugiés dans l'entreprise, et puis qu'il y a besoin d'une force de travail, etc. Bref, pour dire que ce débat-là est un débat important. Et si vous prenez les textes de Gortz aujourd'hui, c'est ça le défi. Il vous dit non, aujourd'hui, si vous prenez Gortz et vous le mettez à la sauce d'aujourd'hui de la digitalisation, etc., vous dire, eh bien, il vient d'avoir une étude en Allemagne qui a dit que 47%, je ne sais plus ces chiffres, du travail tel qu'il existe aujourd'hui sera détruit par la digitalisation dans les 20 ou 30 prochaines années. Mais ça ne veut pas dire que ces 47%, ces gens resteront au chômage. Ça veut dire que la société a inventé. Vous savez, on est tous comme ça. On dit c'est la digitalisation, c'est dégueulasse. Si je vous demandais là, allez, sortez tous votre carte bancaire. Vous avez détruit combien? Vous vous rendez compte? Tout ce que vous avez détruit comme travail, parce que vous allez plus à la banque, vous allez à une machine, vous tirez votre fric, vous rentrez à la maison, vous allez boire un coup, vous allez au restaurant et tout ça. Je veux dire, alors moi je ne dis pas que notre société sera capable. Je dis simplement, là est le défi. Où Gortz a raison, et on va vers une catastrophe sociale et une catastrophe très dure, où il y a une dynamique de la réforme qui fait que seront créées d'autres formes de travail, et reprendre l'autre idée de Gortz, qui est la réduction du temps de travail. Parce que lui, il misait aussi sur le partage du travail, alors je ne sais plus dans quel texte, sur le partage du travail et la réduction du temps de travail, et la semaine de 4 jours, et tout ça, ce sont dans les débats, justement, mais toutes ces propositions, c'est comment aménager, réformer le capitalisme. Voilà. Et je crois que c'est même dans Gortz, vous trouvez la contradiction à Gortz. C'est vrai. On va discuter ça dans un moment. Il y avait un contrat entre les syndicats allemands et le patronat sur la souveraineté du temps, c'est-à-dire pas gagner plus, mais avoir beaucoup plus de temps libre, être le maître de son schedule, etc. pp. Je crois qu'on a très peu discuté cet contrat entre les syndicats et le patronat, et comment tu trouves cette, disons, Akzentverschiebung. Ja. Ben, c'est assez bizarre parce que on a beaucoup glosé en France sur donc les réformes El Khomri, Macron, sur la flexibilisation du marché du travail. Et il y a 4 mois, 5 mois, donc Ligue Métal, qui est le plus grand syndicat, a une revendication qui disait nous voulons une flexibilisation partant de l'intérêt des salariés. Il demandait de pouvoir passer à la semaine de 27 heures pendant 1 an ou 2 ans, quand il y a quelqu'un soigné, quand il y a vouloir faire une formation, bref, que le salarié puisse lui-même demander une flexibilisation. D'abord, le patronat allemand a dit mais c'est pas possible, la concurrence internationale, enfin bref, il y a eu quelques grèves assez dures, 1 semaine, 2 semaines, enfin, où le syndicat a montré que c'était sérieux.
Et après, ils ont négocié et est sorti un accord que je trouve révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens que non seulement chaque salarié a le droit, tous les 5 ans, je crois, ou 10, je sais plus, dans tous les 10 ans, de demander de passer à 27 heures par semaine, avec une certaine baisse de salaire, c'est vrai, mais deuxièmement, dans un contrat sur l'augmentation de salaire, il y a une augmentation de salaire qui est, je crois, si je me rappelle bien, de 10, si on mettait tous ensemble, de 10% sur 2 ans, mais les salariés avaient le droit de ne pas prendre l'augmentation, mais de prendre des jours de congé en plus. Donc, d'après leurs besoins. Donc, de faire rentrer le débat sur la flexibilité, qui n'est pas seulement de l'intérêt de l'entreprise, mais de l'intérêt des salariés aussi, parce que, à un moment de leur vie, ils ont d'autres perspectives. Et je trouve que ce débat-là va continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, ça je le crois, d'une flexibilisation du marché du travail, mais aussi une nécessité qui part de l'intérêt de la vie, des perspectives de vie des salariés. Et que aujourd'hui, un syndicat, et c'est la force du syndicat allemand et du patronat allemand, c'est de trouver à ce niveau des compromis. Vous avez eu un accord vendredi dernier. Vous savez que Peugeot a racheté Opel. Opel a d'énormes problèmes économiques, voilà. Donc Opel voulait fermer un site, enfin Peugeot, etc. Il y a eu quelques mouvements des salariés, et puis Peugeot Opel a négocié avec le comité d'entreprise qui est de Ligue Métal, et ils ont trouvé un accord qui garantit pour 90% des salariés leur emploi jusqu'à 2029, et en même temps de se mettre d'accord qu'il y aurait des départs volontaires pour 3200 ouvriers, un accord signé. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un accord entre que le syndicat se pose les problèmes de l'entreprise, et en même temps, l'entreprise se pose les problèmes de la nécessité de la garantie de l'emploi. Donc je trouve que c'est ce qui manque en France. C'est absolument ce qui manque en France quand on voit le niveau, et c'est lié aussi, mais ça c'est un autre sujet, à la concurrence des syndicats. C'est-à-dire que vous avez, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire du syndicalisme français. Un dernier truc de discussion d'ici. Après, vous êtes prié de demander ou de critiquer ce que nous avons dit. Nous avons discuté beaucoup sur ces textes de André Gorz qui, par exemple, aborde les problèmes de vie et de mort, la médecine douce contre la médecine d'appareil, etc. Médecine. Médecine. Je m'excuse. Les médecines, oui. Le médecin et la médecine. Oui, merci. Merci, monsieur le professeur. Enfin, une fois dans ma vie, j'ai pu corriger un professeur. C'est déjà quelque chose. Il fait ça tout le temps. Mais pour être sérieux, je crois que c'est un des aspects de l'œuvre gorzienne qui est le plus important. Et le livre le plus connu aujourd'hui de Gérard, c'est les Lettres à Dorine, où il aussi parle des questions de vie et de mort. Et je crois que Gorz est un témoin contre ce qu'on appelle aujourd'hui public health, la commercialisation et la bureaucratisation du la santé publique. Oui, de la santé publique. Oui, mais dans sa radicalité, enfin, il y a deux choses chez lui. Il défend la médecine douce. Je vais pas discuter là-dessus. Moi, j'ai eu un nœud cancérineux à la thyroïde. J'étais content qu'il y avait un hyper chirurgien qui m'a enlevé ça et que ça serait pas parti avec la médecine douce. Donc, moi, je veux bien discuter de tout, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ça, on peut. Il critiquait
la médecine capitaliste, c'est toujours vrai et pas vrai en même temps. Hein, quand t'as pris une voiture, t'es rentré dedans, t'es content s'il y a un bon chirurgien qui te remet ton bras à l'endroit, etc., etc. Il n'a jamais parlé d'un cas d'urgence comme. Ouais, mais évidemment. Parce que sinon, oui, mais si tu veux, ben oui, parce que si tu critiques le système de la santé publique et de l'organisation, mais que tu parles d'un cas d'urgence, tu dois dire qu'est-ce que tu mets en place pour répondre au cas d'urgence. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Enfin, si, c'est intéressant pour ceux que ça intéresse, mais pas moi, disons, voilà. Non, mais je peux pas, moi, c'est pas mon problème, ça. La radicalité, et ça, c'est quelque chose, quand on voit la société française qui est incapable de se poser ce problème, c'est, dans Lettre à Dorine, c'est le choix de sa propre mort. Et ça n'a rien à voir avec la médecine. Ça a à voir avec il paraît qu'on devient de plus en plus vieux. Et que c'est pour ça que ça m'énerve quand on me dit 50 ans, 68, parce qu'on me dit, t'as 73 ans. Il y a des manières plus élégantes de me dire que je suis vieux que de toujours le dire comme ça. Mais et donc, bon, c'était lié à la maladie de sa femme, c'était lié à un essoufflement aussi intellectuel de sa part, si on prend, et qu'aujourd'hui, vous voyez un peu le bordel que ça a créé en France, le mariage pour tous. Hein, mais je veux dire, c'était Mélenchon, il rêve de la marée humaine qu'a réussi la manif pour tous, parce que ça, c'était vraie marée humaine, hein, comparé au rikiki qu'il y a eu la semaine dernière. Hein. Mais je veux dire par là que notre société est enfin en France, en Allemagne aussi, est incapable de se poser ce problème. Et je comprends pas. Moi, je prenais l'exemple de la Belgique. La Belgique est aussi catholique que la France. La Belgique a les mêmes conservatrices. Et il y avait, à un moment historique spécial, un gouvernement des libéraux et des verts. Mais ils ont, en une semaine, décidé l'avortement, le mariage pour tous et le droit à choisir sa mort. En une semaine, c'est passé à la Chambre, il y a eu 2 communiqués de l'Église que c'est pas gentil, et la chose était finie. Et la chose était passée, finie, et hop, on passe à autre chose. Et en Belgique aujourd'hui, ou en Suisse, la Suisse c'est quand même pas un pays révolutionnaire. Ça saurait quand même, hein, non? Et pourquoi, en France, on est incapable de se poser, alors que vous aviez un Premier ministre de gauche, Jospin, qui faisait partie de l'association pour le droit à choisir sa mort, et que ça soit la gauche ou que ce soit un libéral comme Macron, que ce soit, ils ont pas la lucidité politique, en fait, de prendre cette décision d'organiser ça comme certains pays qui, là-dessus, sont plus civilisés, comme, disons, la Suisse ou la Belgique. Donc je dis là, Gortz a été jusqu'au bout de sa radicalité, et c'est pour ça qu'il reste pour moi, disons, quelqu'un qu'on ne peut cesser d'admirer, parce que personne ne sait qui serait d'entre nous capable de comment, mais voilà. Et ce pavé, il l'a mis au milieu de la société française, et il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent de soulever ce pavé aujourd'hui. Moi, je voudrais en dire une chose, parce que reste-t-il, moi, comme on est le 31 mai, donc moi j'avais promis de rien dire sur mai 68 pendant tout le mois de mai, donc je fais une exception de 3 heures. Je voulais dire simplement, on aurait pu dès le début de cette discussion, évidemment qu'il y a des envies d'utopie aujourd'hui, évidemment qu'on a parlé du revenu universel, même de l'autogestion, même les gens à Notre-Dame-des-Landes, une partie d'une autre vie alternative, d'échange, tout ça, ça existe.
un peu, beaucoup, je sais pas, dans nos sociétés, ça reste une envie d'une autre vie. Et c'est vrai que nos sociétés devraient permettre ce que Rocard a appelé plus tard, parce que vous avez dit la deuxième fois, l'expérimentation sociale. Qu'il reste qu'aujourd'hui, quand vous avez Blanquer qui, le ministre, disons, de l'Éducation, il y a des tas de choses qu'on peut défendre, mais qu'ils ne comprennent pas que la France a une tradition, disons, d'une autre pédagogie qui vient de Freinet, donc pas de 68, de longtemps avant, qui venait d'après la Première Guerre mondiale, que ça aussi, ça fait partie aussi d'une société qui recherche d'autres formes d'éducation. Tout ça, c'est vrai. Mais que depuis le début du mois de mai, tout le monde, enfin la plupart des gens, c'est-à-dire les médias, les activistes politiques, sont tombés dans le piège de la commémoration. Pour la simple raison, un mai, ça se décrète pas. C'est pas parce qu'il y a 50 ans que tout d'un coup la société va rejouer le match. Et il y a que les trotskistes pour penser que c'était une répétition générale. Ils l'ont écrit en 69, et depuis 69, ils ont dit mai 68, c'était 1905 comparé à 1917. Bon, maintenant, ça fait 50 ans qu'ils veulent refaire leur 17. Ils vont continuer encore pendant 50 ans à nous parler de la répétition générale. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça nos sociétés. Et donc, on a toujours... Et dès qu'il y a eu le moindre truc, on dit « Ah, ça y est, les étudiants, ça y est !» Ils n'ont pas regardé. Nous, on n'a jamais bloqué une université. On était des milliers. Et à la fin, personne voulait y aller. C'est-à-dire que les gens étaient mobilisés, ils allaient pas à l'université, ils voulaient pas passer d'examen. Il n'y avait pas besoin de bloquer. Il y avait des tas de débats, on était 500, on prenait un amphi, on était 1000, on en prenait 2, on était 2000, on en prenait 4, etc., etc. Les seuls qui ont bloqué l'université par leur bêtise, c'était la police. Mais sinon, personne n'a bloqué. Et aujourd'hui, et l'image qui restera pour moi, qu'un député avec l'écharpe tricolore aille haranguer les étudiants pour l'expliquer comment occuper une université, si c'est pas ça vraiment le ridicule du ridicule, comme on dit Marx, l'histoire se répète une fois comme une farce. C'est une hyper farce. Et pourquoi? Parce que même s'il y a un anniversaire de 50 ans, une révolte, une pulsion d'une société ne se décrète pas. Ça vient ou ça ne vient pas. C'est pas venu parce que pour des tas de raisons que maintenant vous pourrez tous essayer de trouver, mais en tout cas, la chose est réglée maintenant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de contradiction. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de raison de se révolter. Ça veut pas dire tout ça, mais ça veut dire simplement que apprendre de l'histoire, c'est pas vouloir la répéter. Et je vous donne le dernier argument là-dessus. On me dit, mais est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui à 68? Je dis, écoutez, imaginez qu'on soit à 68. Et vous venez moi je suis un poilu. 18, c'est exactement 50 ans avant 68. Et vous me demandez, parce que vous êtes journaliste, à moi le poilu, est-ce que vous pouvez comparer la guerre du Vietnam avec la guerre 14-18? Le mec, il vous dit, mais ça va pas la tête, non? Non, mais ça veut pas dire c'est pas terrible. Je veux dire, c'est idiot. C'est idiot. Et aujourd'hui, comparer la situation des gens aujourd'hui à 68, c'est idiot. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est un demi-siècle. Mais un demi-siècle, c'est une éternité. Et c'est pour cela que, au lieu de se poser la question, est-ce que mai 68 peut revenir ou pas, c'est pourquoi ceux qui se sentent de gauche aujourd'hui sont si vides politiquement, pourquoi ils n'ont rien dans la tête, et pourquoi, visiblement, ils s'effondrent en France, en Allemagne, la social-démocratie, en Italie, en Suède, etc. C'est bien plus intéressant de se demander si 68 va recommencer. Pourquoi le projet social-démocrate, qui a comme été le moteur longtemps des réformes de nos sociétés, s'est complètement effondré.
Et on aurait besoin d'un Gortz pour nous expliquer cela. Merci. Je crois qu'on a un quart d'heure. Vos questions, vos critiques, vos annotations. Est-ce qu'il y a un micro ici dans la salle? Il y a un micro. Ce monsieur-là? Oui, il y a le Mikro à Godard. Guten Abend. Mich würde interessieren, welche Rolle Europa im Werk von Gortz spielt. Und wenn Europa vorkommt, wie spricht er darüber? Jetzt stelle ich die Frage auch vor dem Hintergrund, dass der schon erwähnte Jean-Luc Mélenchon beispielsweise und andere bedeutende Teile der französischen Linken ja durchaus stark EU-skeptisch sind. Also erstens, wie spricht er über Europa und vielleicht dann im Spätwerk auch über die Europäische Union? Danke. Il n'a pas parlé de l'Europe, il n'a pas parlé de l'union économique, etc., etc. C'était pour lui le capitalisme dans une certaine manière. Le premier qui a parlé de l'Europe, c'était Michel Rocard, en 73. Il a écrit un bouquin avec 2 auteurs, Le marché commun contre les multinationales. C'est-à-dire, le socialisme serait européen ou il n'est pas. Il n'était pas. Et c'était le premier de la deuxième gauche qui a parlé de l'Europe. C'était un non, un thème, un anathème. On n'a pas parlé de l'Europe à 68. On parlait des luttes ouvrières en Europe. Donc il était très focalisé sur l'Italie. Les luttes 69, 70, 71, l'opéraïsme, etc. l'ont influencé. Mais le projet européen, c'est un des drames, si on veut, de la gauche. Il faut savoir que, disons, le premier non à l'Europe, c'est la France avec Mendes France, qui refuse la communauté de défense en 54. C'est le Quoi? Non, 54. Non, 54, il était en culotte courte en 54, Schröder. Il y avait un chrétien démocrate. Il y avait un chrétien, oui, mais je parle de la France. En France, c'est le Parlement français qui a refusé la communauté de défense et mené par Mendes. Je veux dire là que, en fait, c'était une autre social-démocratie avec les chrétiens démocrates allemands les chrétiens démocrates qui ont parlé de l'Europe, et la gauche radicale avait cette idée que on était internationaliste. Donc c'est pas besoin d'être pro-européen puisqu'on est avec toutes les opprimés de tout le monde, ce qui englobe tout le monde en Europe, etc. Et donc c'est un blanc. Et maintenant, si vous voulez faire une analyse par la négative, vous pouvez dire ça montre bien que même la pensée de Gortz, comme toutes nos pensées, avait ses limites. C'est la limite de et c'est pour ça que ce que dit Klaus est très important en reprenant Michel Rocard, c'est que c'est Michel Rocard et cette partie de la deuxième gauche après le PSU qui a compris quelle dynamique il pourrait y avoir dans l'idée européenne. Donc déjà en 73. Autre question? Ah, il y a des vrais connaisseurs de André Gortz dans la salle, n'est-ce pas? Voilà, de ces messieurs-là. Nochmal eine Frage zu Europa, hauptsächlich an den Deputé, der lange im Europäischen Parlament gesessen hat. Was machen wir denn heute mit diesem Europa als, was weiß ich, linke Grüne, mit vielleicht auch der Lektüre von Gortz im Hintergrund, wie bei Ihnen? Was geht da? Da geht wahrscheinlich auch jetzt nichts, was man lernen könnte. Oder geht da vielleicht doch was? Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, wo... Bon, je sais pas pourquoi je parle en allemand. Ah, parce que vous avez demandé une question en allemand. Ouais, non, pardon. Non, nous vivons un moment assez difficile pour la simple raison que face au défi de la mondialisation, face au défi
que nous retrouvons de la crise écologique, de la crise climatique, il y a une partie de nos populations qui croient que un retour vers la protection nationale serait le meilleur moyen de nous protéger contre ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se passer, et ceci a évidemment été accéléré par la crise migratoire. Et donc, dans cette situation, apprendre, si vous voulez, ce qui serait nécessaire aujourd'hui, que on a tenté les uns et les autres d'une certaine manière, mais encore pas satisfaisante, c'est de reprendre l'idée de Gortz à la veille donc de l'intronisation de Giscard. Voilà ce que devrait faire et penser un président de la République, pour dire voilà ce que devrait faire et penser l'Europe aujourd'hui face aux crises et aux défis des problèmes. Quelle solidarité internationale, sachant que quand même la crise est profonde, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui chavirent aujourd'hui dans le racisme. Prenez l'Italie. L'Italie qui était quand même, si vous lisez Gortz, l'avant-garde prolétarienne d'un soleil se levant de Milan à Rome et qui allait vraiment vers une nouvelle société. Quand on voit la réalité de l'Italie aujourd'hui, on est quand même complètement scotché sur comment ce peuple, disons une majorité où ces gens se laissent aller et à quelle vitesse. Donc moi je crois qu'aujourd'hui l'Europe doit répondre d'une manière très pratique à certains problèmes. Je prends la crise migratoire. Une des raisons, si on parle de l'Italie, c'est que la France, l'Allemagne ont laissé pendant des années les Italiens seuls. On disait Dublin, et eux, ils répondaient Lampedusa. Ils disaient, mais ils n'arrivent pas à Dublin, les émigrés, ils arrivent à Lampedusa. Pourquoi vous nous cassez les pieds avec Dublin? Hein? Mais Dublin, ça voulait dire démerdez-vous. C'est ça. Et donc, et quand une société ne trouve pas d'issue à un problème, alors on peut dire qu'ils ont mal maîtrisé, qu'ils auraient pu faire mieux, tout ça c'est vrai, c'est sûr, eh bien ces sociétés chavirent à un certain moment, comme on le voit. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, l'Europe devrait proposer une chose très simple, c'est une agence européenne des réfugiés, avec de l'argent, beaucoup d'argent, et qui propose aux villes, aux régions qui accueillent des réfugiés, un savoir-faire, une aide financière et une aide financière pour leur budget social local. Pas simplement donc, d'inciter les gens que si aujourd'hui vous organisez d'une certaine manière l'accueil des réfugiés, eh bien, on vous aidera pour d'autres problèmes. Et je crois que ça, c'est une solution, au lieu d'obliger à une répartition qui ne peut pas fonctionner comme ça, eh bien, il y aurait certaines villes, en Pologne, même en Hongrie, qui seraient prêts à faire cela, et ça serait un pas en avant, et ça démontrerait que l'Europe prend au sérieux les problèmes des différentes sociétés, comme par exemple l'Italie. Donc je crois que c'est par ce genre d'exemple, ou alors, c'est pas la peine de se casser la tête sur un revenu universel, mais si l'Europe mettait sur place aujourd'hui, disons, une bourse de formation pour tous les jeunes au chômage en Europe, c'est-à-dire en Italie ou en Espagne ou ça, eh bien vous aurez une valeur ajoutée de l'Europe. L'Europe aide les jeunes qui sont frappés par l'un à sortir du chômage. C'est comme ça qu'on peut renverser la vapeur, d'après moi, c'est-à-dire de démontrer la valeur ajoutée, créative, imaginative de l'Europe face aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Pour ajouter un mot sur Gortz et sa position à l'égard de l'Europe, il n'a pas parlé de l'Europe institutionnelle, mais il n'y a aucun problème d'environnement
du climat, etc., qui est soluble au niveau des États nationaux. C'était clair. Et c'est exactement pourquoi aussi, comme dans le cas des réfugiés, il faudrait une politique européenne d'énergie, du protection du climat, etc., etc. Je crois il était absolument en faveur d'une coopération européenne sur ce niveau, même si il n'était pas institutionnaliste, disons la Commission, les parlements, etc. Non, pas ça, mais l'idée pour lui c'était évident. Là, Dick Howard. J'aimerais qu'on revienne à Gortz un peu et peut-être à partir de deux choses ou peut-être deux aspects de la même chose, à savoir son côté international. Au début, Danny, tu as bien dit que Gortz n'était pas ludique, etc., mais je regrette. J'ai passé des soirées chez lui avec des débats avec des gens et c'était pas simplement intellectuel. Prenons les rapports Marcuse-Gortz. Pour donner un exemple, ce qui est frappant, tu te moques un peu des gens qui s'attendent à la révolution universelle, etc., qu'on répète mai 68, mais ce qui était caractéristique de nous à cette époque, on était international dans un autre niveau. Et si tu prends la personne de Gortz et tu regardes sa correspondance, tu regardes les gens avec lesquels il était en contact. Bon, les Italiens, c'était un cas. Il y avait les débats avec Marcuse, avec Habermas, avec les Allemands, avec la IG Metall. Il y avait aussi des rapports avec la jeune gauche américaine. C'était un internationaliste, mais un internationalisme qui essayait de prendre, comment dirais-je, le côté, les aspects critiques de la pensée qui venait de Marx, mais qui était fondée non pas tant sur cet existentialisme, mais sur l'idée de l'aliénation, qui était à mon sens fondamentale. Et si on veut aller plus loin et encore parler aux jeunes aujourd'hui, ce que je ne prétends pas faire, mais ce serait, me semble-t-il, à partir d'une réflexion sur cette aliénation que le Parti communiste et les althussériennes voulaient éliminer parce que c'était de l'humanisme bourgeois, etc. Et finalement, cette aliénation qui se trouvait chez Gortz d'abord au travail, le travailleur qui était justement aliéné, son produit était repris par les autres, etc. Mais cette aliénation se transformait, et si on suit son œuvre du début, stratégie ouvrière et néo-capitalisme, jusqu'à la fin, avec les immatériaux, alors il y a quand même quelque chose qui parcourt cette œuvre et qui vaudrait peut-être la peine qu'on reprenne, et qu'on le reprenne aussi, comme il le faisait toute sa vie, à travers des débats internationaux chez des jeunes qui cherchent justement à faire une gauche autrement. Voilà. D'abord, moi, j'empêche personne de faire ça. Hein. C'est pas... si tu veux, c'est toujours la même question. Ça existe, ce genre de débat. Tu as... le même positionnement aujourd'hui a eu une personne qui a lancé des débats tous azimuts internationaux, qui est Tony Negri, où tu vois avec l'Empire, ils ont créé une ramification de contacts qui revient toujours à cette idée de la recherche du sujet révolutionnaire. Et c'est vrai qu'ils étaient en contact. Moi, j'ironise pas, je dis simplement, c'est vrai que l'aliénation est quelque chose de fondamental et on essaie de revenir au jeune Marx. Après, vous me sortez les Grundrisse, on a appris ça par cœur. Ce qui m'intéresse, c'est comment des gens aussi intelligents, tu parles de Marcuse, ok? Donc Marcuse, dans les débats 69, sort un article où il nous explique,
C'est quelqu'un que tu vois qui va très loin, où il nous explique que pour avoir une idée de ce que peut être, disons, la convivialité du socialisme, il faut aller à Hanoï et voir. Mais oui, mais on rigole, mais c'est des articles que les gens lisaient. Et que, parce que les bancs étaient petits, c'est pour que les gens à deux puissent se parler sans être dérangés. Moi, je veux bien que ça soit l'image d'une société non aliénée, mais par là, tu vois, par exemple, donc moi je dis, il y avait dans cette histoire de l'aliénation, il y a une idée fondamentale que j'essaie de ressortir pour moi, qui est l'histoire de l'autogestion. C'est-à-dire, oui, mais ça, c'est concret, c'est-à-dire comment, dans des entreprises qui doivent se réaliser sur un marché, il peut y avoir une autre forme de gestion. C'est pour ça que dans le film que j'ai fait, qui est sorti, on a été voir une scope où cette idée aujourd'hui d'autogestion renaît. Donc, je dis pas que ça n'existe pas, qu'il y a des formes de lutte contre, si tu veux, l'aliénation dans le travail capitalisme. Mais cet internationalisme dont tu parles est un internationalisme sélectif. C'est-à-dire entre intellectuels. Et que ce qu'il faudrait comprendre, alors, posons le problème aujourd'hui, pourquoi tous ces débats, toutes ces personnes ont politiquement aussi dramatiquement échoué? Ben oui, parce que s'il y a des débats, il doit y avoir après une ramification, une force sociale qui s'approprie ce contenu. Et c'est pas des discussions dans des universités, oui, évidemment, qu'on retrouve des gens qui lisent, mais c'est comme, aujourd'hui, Piketty a vendu combien de livres? 500 000? Son capital, là. Énormément de livres. Est-ce que, après, quand tu vois son positionnement politique avec Hamon, tu te dis, où est la relation? Donc c'est intéressant à lire parce qu'il pose des problèmes, mais je crois pas qu'aujourd'hui le problème soit l'internationalisme comme se le posait à l'époque des gens comme Gortz et tout ça. Aujourd'hui, on a les problèmes où on le pose d'une manière totalement différente par la question européenne. Pour les Européens, c'est fondamental. Où tu te poses la question de l'internationalisme en te partant de la nécessité de la régulation de la mondialisation. Mais ce sont des problématiques politiques qui sont totalement différentes. Ça ne veut pas dire que leurs textes sont inintéressants. Ça ne veut pas dire que se poser le problème de l'aliénation n'est pas intéressant ou n'est pas fondamental. Mais Danny, oui. si on est venu ici pour discuter de Gortz, et si André Gortz a passé tant de temps à lire et à écrire et à réfléchir et à se penser en philosophe, donc tout ce que tu dis est totalement vrai, mais est-ce que on peut s'en passer de cette réflexion fondamentale? Je ne dis pas que les intellectuels vont faire la révolution et je ne dis pas non plus, comme les trotskistes, que dès lors que ça se... Je l'ai dit 10 fois qu'on peut pas s'en passer. Je l'ai dit. Et je dis que c'est fondamental, c'est un défi intellectuel. Tout ce que tu viens de dire depuis 5 minutes, tu te moques de ces efforts de pensée? Non, je ne moque. Oui, mais tu sais, moi depuis 50 ans, j'arrête pas de me moquer des fois. C'est pas grave. Je dis pas que c'est inutile. Je dis simplement que aujourd'hui, la pensée. Tu as parlé de l'aliénation. Reprenons ce thème. Quand aujourd'hui, tu te poses le problème de l'aliénation et que tu lis les textes de Gortz jusqu'à quand même, il a parlé de l'immatérialité et tout ça, c'est une autre forme d'aliénation. Je crois simplement qu'il était pris dans un cercle vicieux où de toute façon le système nous aliène. Et c'est ma critique. Je dis, il me pose un problème et moi je te dis qu'on n'en sort pas par ça. Mais je dis pas j'ai raison. Tu peux dire si on va en sortir comme ça, Inch'Allah.
Hein, moi, je dis simplement que, tu vois, il a une radicalité où, de toute façon, et c'est, si tu veux, ce que disent certains de l'extrême gauche, c'est-à-dire ce système-là, il faut le détruire parce que tant qu'il persistera, l'aliénation persistera. Et je veux pas, tu sais pourquoi je suis contre? Parce que ça veut dire qu'on s'émancipera jamais. On va toujours perdre. C'est perdant-perdant. C'est pour ça que moi, je suis plus optimiste. Je dis, si, on peut en sortir. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que je me pose le problème de l'annihilation. Mais vraiment, je dis pas que à ton université ou partout, il faut pas lire Gortz, Marcuse. Mais même quand on lit Marcuse, c'est comme quand on lit Sartre. Il faut avoir une lecture de critique de tout. De soi-même et de tout. Et sinon, on n'avancera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le lit pas. Au contraire, il faut reprendre, relire, rediscuter, voilà. À propos le caractère ludique de Gérard, c'était le plus visible dans son jardin à Vaunan, comme jardinier. C'était exactement où il était, ses qualités ludiques qu'on n'avait pas dans les débats intellectuels. Et nous avons le temps pour une autre question ici. Oui, en fait, j'ai deux questions. Ah, pardon. Deux questions. J'ai en fait deux questions. Une question sur Gortz et une question sur Cohn-Bendit. Une question sur Gortz d'abord. J'ai pas très bien compris. Vous, Monsieur Leggevi, vous avez cité Scheler, cité l'importance du corps pour Leggevi, pour Gortz, pardon, mais peut-être aussi pour Leggevi d'ailleurs. Et ensuite, Cohn-Bendit a présenté Gortz au fond comme un pur intellectuel. Alors, où était la vérité humaine de Gortz que j'ai pas connue, moi? C'est ma première question. Ma seconde question, parce que effectivement, la référence à Max Scheler est tout à fait intéressante, étant donné que Max Scheler, c'était, on le sait, un bon vivant et quelqu'un qui a mené parfois une vie de patachon. Quant à ma question sur Cohn-Bendit, c'est la suivante. J'ai l'impression que, qu'il le veuille ou non, Cohn-Bendit incarne, et je dirais la figure emblématique de l'esprit d'utopie de 68. Or, il s'est présenté tout à l'heure comme le seul réformiste entre Gortz et Sartre. Alors, il postule une espèce de continuité dans son Werdegang, comme on dirait, dans son évolution vitale. Et moi, je me demande là s'il n'y a pas une certaine reconstruction de son passé et s'il va nous dire maintenant qu'il est vraiment encore le même qu'en 68. Ou plutôt qu'en 68, il était déjà le pragmatique qu'il est devenu et que j'approuve absolument. Parce que je rejoins un peu la critique. À force de dire, oui, vous savez, ce sont des intellectuels, ils sont radicaux, c'est très intéressant de prendre connaissance de cette radicalité, mais pour finir, ça sert pas à grand chose. C'est un petit peu, on est obligé de les dire. On pourrait dire ça aussi, d'ailleurs, d'auteurs fascistes. Un auteur fasciste peut être intéressant à lire dans sa radicalité même, pour prendre position contre lui. Moi, j'ai fait ma thèse d'État sur Oswald Spengler. Bon, alors, voilà. Alors, Malaparte aussi. Comment? On peut le faire sur Malaparte. Oui, par exemple. Voilà. Je crois que ma question est suffisamment claire maintenant. Je peux répondre. Est-ce qu'il n'y a pas, je peux répondre un déni un petit peu chez lui? Je connais Danny comme un gars qui rassemble les gens, qui est au milieu, qui fait des propositions vraiment pragmatiques, de temps en temps avec un vocabulaire révolutionnaire, peut-être probablement à l'époque, mais quand même, depuis le début, il était lui qui a fait des propositions concrètes, pragmatiques, etc. Et c'est exactement pourquoi il était dans cette rôle. Yeah? Et c'est l'ironie, il faut comprendre l'ironie. Si tu as une interview avec Sartre et Gortz, et
le révolutionnaire de 68 est exactement le gars qui dit, well, un peu plus pragmatisme, si vous voulez, monsieur. C'est l'ironie. Mais exactement la force historique de cette mouvement et entre cette pragmatisme, concernant Scheler, c'est pas un aspect, disons, secondaire j'ai cité le texte parce que c'est absolument central. Et personne vraiment a compris à l'époque. Aujourd'hui, c'est dans les biographies, etc., ou dans l'œuvre de François Gaulin, exactement ce recours sur Scheler et la Lebensphilosophie, vous voulez, mais ce qu'il appelait les valeurs vitales, personne n'a compris. Mais c'est exactement le lien entre le révolutionnaire des années 60 et Illich. Et d'autres auteurs. Et je crois que c'est absolument central. C'est pas une contradiction. D'accord. Moi, je passe au divan. D'accord? Je passe au divan. Au divan. Non, ben, fille, on va faire une psychanalyse sauvage, là. Non. Non, mais je veux dire. En fait, j'ai un très bon copain qui était en 68, il s'appelle Jean-Pierre Duteuil, qui était l'âme en fait du 22 mars, et d'une manière récurrente depuis 69, 70, j'étais le traître, le réformiste. Après je suis passé, j'étais même élu, tout ça, et Jean-Pierre a dit mais Danny a toujours été comme ça. Il a toujours été un réformiste. Et si tu veux comprendre pourquoi, il y a une chose qui me faisait vraiment peur et qui est liée, si tu veux, à une prise de conscience, c'est pour ça que je parle de psy, prénatale, c'est la violence. Et quand je lis un texte, il faut détruire l'université, j'ai peur. J'ai peur parce que, et il y a dans tous ces mouvements, quelque chose qui m'a toujours, si tu veux, retenu de ce qu'on appelle la radicalité révolutionnaire. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai été dans une lutte très dure contre l'instrumentalisation de la violence par les autonomes allemands, puis par la fraction armée rouge, que j'ai aidé même des gens à sortir du terrorisme parce que justement je crois qu'il fallait déconstruire ce mythe des révolutionnaires. Et c'est là où, si tu veux, j'ai de plus en plus développé un positionnement politique qui essayer de comprendre comment changer les choses en évitant la violence. J'ai jamais été pacifiste, j'ai été pour l'intervention en Bosnie et tout ça, donc c'est l'adoration de la violence, la facilité avec laquelle un intellectuel, et que ça peut être des gens que j'aime beaucoup, que ça soit André Gorz, que ça soit Tony Negri, ils parlent de la nécessité de la destruction. Je dis, ça ne peut pas être la solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça reste comme ça. Et c'est là où, si tu veux, et en 60, c'est bizarre, mais il y a un livre qui est paru d'un homme qui est connu, qui s'appelle Grimaud, qui était le préfet de police. Eh bien, dans son livre « En mai, fais ce qu'il te plaît », Grimaud explique pourquoi il a toujours été contre toutes les tentatives. Non, ça il était pour calmer les choses. Mais il dit, il a toujours été contre les tentatives de m'expulser, parce qu'il dit, s'il n'y a pas eu de mort à Paris, c'est grâce à Cohn-Bendit. Je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si tu veux que ça, pour moi, c'est même quand je dis, il faut faire des barricades, c'est pour éviter l'affrontement. Et si, parce que on en faisait n'importe quoi. Tu peux revoir. Je veux dire par là,
c'est une des explications du fait que il y a une pièce de théâtre d'ailleurs qui est assez intéressante. Non, c'est un livre, Les 99 jours de Cohn-Bendit. C'est très mal écrit. C'est très mal écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est ils ont imaginé deux journalistes que on prenne le pouvoir, puisqu'il était dans la rue, De Gaulle se barre et tout ça, et on prenne le pouvoir. Donc c'est moi qui deviens Premier ministre. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les révolutionnaires me coupent pas la tête, mais au bout de 99 jours, me font partir, parce que je suis un vil réformiste, et je veux pas la révolution, et je veux pas ceci et cela. Donc, tu vois, je suis le Kerensky de l'histoire. Et ça me dérange pas. Voilà, et c'est ça qui reste. Alors évidemment, ces formes de réformisme, la manière dont j'agis, je parle quand j'ai 23 ans et maintenant à 73 ans, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais je peux te raconter des tas d'histoires. J'ai revu, là, il y a pas longtemps, tourné par Wilhelm Klein, une conférence de presse que j'ai donnée après mon retour en France. Mais c'est hilarant. Je me fous de la gueule de tous les journalistes, mais d'une manière pas à la Mélenchon. C'est tellement sympa que tout le monde trouve ça vachement bien. Donc c'est ça, si tu veux. Je n'ai pas en moi cette haine révolutionnaire. Des révolutionnaires m'ont beaucoup reproché. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Ça explique que je puisse avoir cette ironie de dire ils étaient beaucoup plus révolutionnaires dans ce qu'ils cherchaient que moi à ce moment. De qui? Cohn-Bendit. Une faiblesse politique. Une faiblesse politique de ne pas. Je crois que pour faire de la politique, il faut une certaine, allez, on va dire un mot très fort, une certaine haine par moment. Très fort, très fort. Le mot est trop fort. Non, mais il dit quelque chose de vrai. Il dit quelque chose. Non, tu dis c'est vrai. Alors on peut aller jusqu'au bout. Si tu veux devenir président de la République, tu dois être un tueur. Politique, je veux dire. S'il n'y a pas de gens tout gentils et tout ça qui deviennent président de la République. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, j'ai jamais voulu être candidat. J'ai été que à l'Europe, que pour l'Europe, et le reste ça m'intéressait pas. Tu dis que c'est une faiblesse politique. Pour moi, ça reste une utopie. Je veux faire de la politique autrement. Et ben si ça marche pas, je le fais pas. Et en ça, il y a beaucoup de choses que on peut reprendre chez Gorz. On peut voir quand il critique certaines formes de la polique, parce que ça aussi, c'est chez lui, pas seulement sur l'aliénation, où il a tout à fait raison. Et que, alors là, ça devient une théorie qui est beaucoup trop compliquée, que c'est vrai que les émigrés, les enfants d'émigrés de cette époque, ont un rapport à la violence et un rapport peut-être différent, où on peut l'interpréter d'une manière différente. Mais là, j'arrête la psychanalyse sauvage. Bon, merci beaucoup à Dany, merci beaucoup à Wolfgang, merci beaucoup à la maison Heinrich Heine. Il faut lire André Gorz en allemand, en français, en italien, whatever. S'il vous plaît, achetez les livres, pas seulement le nôtre, pour comprendre l'actualité, la lucidité d'un auteur qui est toujours très important pour nos jours. Merci pour avoir attendu cet débat.